Bien, la feuille du marqueur, voilà. Bien. Des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Non, ça va. À part que c'est pas sûrement pas encore clair sur comment on fait pour résoudre le problème, parce que j'ai juste montré les problèmes et j'ai pas encore vraiment donné la solution. Donc oui, alors ça enregistre normalement. Juste vérifier. Ça enregistre. Ah, je suis pas sûr. C'est bon, ça enregistre. Ok. Donc, ce que je vous ai dit, c'était que clairement, l'approche qui était descendante est problématique par rapport au type de raisonnement qu'on a, par rapport au fait qu'on sait qu'il va y avoir des propriétés qui sont vraiment constitutives des systèmes que l'on manipule, et donc il faut en tenir compte, on n'a pas le choix. Ok. Donc, une manière simple de le faire, en tout cas, ça peut être de dire, bah, plutôt que d'avoir quelque chose qui est prévu en série, essayons plutôt de paralléliser. Alors, en même temps, vous voyez que ça peut être plutôt sympathique, notamment pour faire le lien avec des aspects de cours sur du temps réel, d'accord? C'est que vous voyez que là, finalement, c'est quelque chose qui se parallélise très bien. Donc ça peut être finalement autant de threads qui sont mis en même temps, ou d'un point de vue hardware, si vous avez des microcontrôleurs, plutôt que de tout penser, vous voyez, un système comme ça, on le pense genre mon gros PC, mon gros processeur, il va faire tout le travail et c'est parfait et je dois le calibrer pour qu'il soit très puissant. Pour un système qui est de ce type-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir des microprocesseurs qui sont puissants. Ce qui est important, c'est de pouvoir tout traiter en même temps. Et comme on peut avoir des problèmes de latence qui peuvent être embêtants, ben dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux même d'utiliser plusieurs microcontrôleurs en parallèle, des petits processeurs qui vont pouvoir faire le job. Donc, on voit aussi que finalement, vous voyez, il y a toujours ce lien entre le hardware et le type d'algo qu'on va faire tourner. Donc, la dépendance, elle existe pour de vrai, donc il faut tout le temps y penser. Voilà. Donc là, clairement, les stratégies que je vais vous montrer sont plutôt sympas par rapport à un côté où on doit programmer en temps réel. Ça va nous simplifier pas mal la vie. Hop. Voilà. Et avec vraiment ce côté-là, cette opposition entre ces approches qui sont plutôt fonctionnelles et celles-là qui sont plutôt basées sur des comportements, puisque ce qu'on va faire, c'est mettre en parallèle des comportements. Et au pire, ce qu'on aura besoin, c'est d'arbitrer entre des comportements, sachant que chaque comportement élémentaire, on va le prévoir pour qu'il puisse marcher tout seul, entre guillemets, qu'il puisse être complètement autonome, comme si on était sur un petit asservissement. Voilà. Alors? Ah, ben, ça y est. Oh là, désolé. Il ne voulait pas avancer. Donc, si on revient sur cette approche qui est là plutôt ascendante, l'idée c'est que en fait, on la retrouve dans une approche qui est une approche qui est dite constructiviste. Donc, cette approche constructiviste, l'idée c'est que c'est une approche où on va essayer à la fois de jouer sur ce côté ascendant et à chaque fois de s'assurer qu'on a quelque chose qui va être globalement d'un point de vue du comportement qui va pouvoir fonctionner comme il faut. Et donc, on a une approche qui est une approche dite holistique. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ce gros mot. Euh, Pardon? Donc, une approche holistique, c'est une approche qui est globale, qui veut voir la totalité des choses, hein. Où on va pas essayer de trop découper, mais on va essayer de regarder globalement ce qui est en train de se passer. Et donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de tenir compte de l'observation, de découvertes, notamment liées aux propriétés émergentes, qui ne sont pas faciles à prédire. Donc, puisqu'on sait qu'il va y avoir des dynamiques non linéaires, ces dynamiques non linéaires, elles sont très difficiles à modéliser, c'est normal qu'on ait du mal. Et je ne vais pas vous mentir sur le fait que, d'une manière générale, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à l'avance, quelles vont être les dynamiques qu'on va rencontrer. Voilà. Et donc, notamment, tous ces aspects d'effets de dynamique non linéaire qu'on va vouloir regarder.
Donc, cette approche comportementale, qu'on va essayer de développer, et que finalement toutes les séances qui vont suivre seront autour de différentes approches comportementales parce qu'il y a différentes stratégies, entre guillemets, de programmation comportementale qui ont pu être proposées au fil des années. Eh bien, donc, c'est une approche qui est synthétique, d'accord? Contrairement à l'approche analytique liée à l'approche descendante, là, on est sur une approche qui est synthétique, ascendante, avec complexification graduelle du système. On va travailler à la base sur le couplage direct entre les informations sensorielles et les actions, donc avec ce côté temps réel et l'économie qui peut y être liée. On va essayer d'avoir un minimum de représentation interne, au moins dans les premières versions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des systèmes qui sont asymboliques, où il n'y a pas du tout de manipulation de symboles, et malgré tout, le système peut fonctionner correctement. Et l'idée, c'est d'avoir des systèmes où l'apprentissage est simple. On ne va pas insister sur des systèmes avec des apprentissages compliqués, comme on pourrait les avoir dans les aspects deep network. Donc ça, ben, vous allez l'avoir dans d'autres cours. Hein. Si vous êtes en Master Pro, on le verra ensemble dans le cours de Machine Learning. Si vous êtes en Master Recherche, si vous faites le cours Adaptation Apprentissage, ben, on le verra. Si vous faites d'autres cours sur d'autres aspects Deep Learning qui sont proposés, ben, vous le verrez aussi. D'accord? Donc, je dirais, il y a plein de cours où ça nous sera proposé d'aller regarder ces aspects-là. Donc là, nous, non. On va rester sur des apprentissages relativement triviaux, avec des règles d'apprentissage où finalement, ce que vous avez pu voir en M1 ou en introduction à l'IA, ça va vous suffire. Et vraiment, le mantra un petit peu, là, c'est cette histoire, les éléphants ne jouent pas aux échecs. Donc, c'est pas la peine d'aller sortir un algo de planification qui est prévu pour jouer aux échecs quand on n'en a pas besoin. Essayons de comprendre où est l'erreur. Et donc ce robot Gengis, dont vous avez parlé, donc qui a été fait, qui a été mis en place donc dans les années 80 et Rodney Brooks a écrit pas mal sur ces choses-là. Ah oui, juste pour info, donc Rodney Brooks, je l'avais dit, c'était le directeur du labo d'IA du MIT. Et il a créé une société, en fait, qui a été la société qui ensuite a commercialisé le Roomba. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le Roomba qui est commercialisé aujourd'hui, ça correspond à de la recherche des années 80. C'est-à-dire l'architecture Substation qui est à la base du Roomba, c'est une architecture qui date du milieu des années 80. Et le Roomba a même quelques années derrière lui. Hein, il a été maintenant, il y a plein d'autres robots aspirateurs un peu mieux. Voilà, pensez tout le temps qu'il y a ce décalage entre la recherche dans un laboratoire universitaire et le produit. Ben là, on est sur quasiment 20 années de différence. Hein. Parce que le Roomba, c'est le début des années 2000, il me semble. Il a, je sais pas quand il a paru. Mais voilà, vous pourrez checker. Mais en tout cas, même si je suis même pas sûr que ce soit le début des années 2000, c'est peut-être un peu plus tard. Oui, non, si, c'est peut-être plus 2010. Voilà. Et ensuite, il se trouve que Brooks, il a créé une autre entreprise qui s'appelait à l'époque Rethink Robotics, où il a été le premier à proposer des robots humanoïdes et à dire, ben voilà, il faudrait arriver à fabriquer des robots humanoïdes parce que à la fois c'était sympathique par rapport à des aspects d'interaction, mais aussi avec la notion de cobot et compagnie. Donc, il est un des pionniers de cette notion des cobots. Voilà. Mais malheureusement, la boîte qu'il avait créée pour faire ça a fait faillite après. Voilà. Donc là, on va se focaliser sur un exemple qui est les véhicules de Breitenberg. Donc, ces véhicules de Breitenberg, donc Breitenberg, c'est un neurobiologiste qui a écrit un bouquin qui est, il me semble qu'il est à la bibliothèque de l'NCA, qui s'appelle Véhicules. Donc, c'est Valentino Breitenberg. Alors, ce bouquin, il est très sympa et il a inspiré en fait des générations de chercheurs. Et, et en fait, c'est un petit bouquin qui se lit facilement et qui commence en disant, ben voilà, on peut fabriquer des sortes de véhicules qui sont contrôlés par un petit réseau de neurones et qui pourraient correspondre aux insectes. Et il vous montre donc le cas des insectes, donc là qu'on va revoir.
Et ensuite, il va plus loin en vous montrant que finalement, peut-être qu'on pourrait aller même jusqu'à l'humain. Alors après, vous le suivez ou vous le suivez pas. Après, c'est un petit peu osé sur son truc et puis il a beaucoup de raccourcis. Mais c'est voilà, c'est un petit bouquin qui est assez inspirant par rapport à ça, de se dire que finalement, on peut penser un peu l'intelligence autrement et que c'est en tout cas ce que nous explique la neurobiologie. Donc, dans son cas à lui, il s'intéresse par exemple à un comportement soit de phototaxie ou de photophobie, d'évitement d'obstacles en disant ben, finalement, qu'est-ce qui se passe sur un animal, comment les capteurs vont pouvoir être connectés aux effecteurs. Donc là, en fait, le modèle qu'on va prendre et que vous aurez en TP, c'est le modèle d'un petit robot donc, qui est doté d'un microcontrôleur, donc qui était d'un microcontrôleur Motorola. En fait, le microcontrôleur, c'était celui qu'il y avait sur les Macintosh de l'époque, sur les premiers Apple. Et là, qui est en version microcontrôleur. Donc, c'est quand même une machine avec un processeur 32 bits qui est avec un noyau temps réel, qui peut faire donc tourner plusieurs tâches. Donc, dans un tout petit volume ici. Et là, on a des capteurs à infrarouge qui sont mis tout autour, donc qui vont permettre d'avoir une information sur la distance des obstacles. Donc là, vous voyez, il y avait une vision un petit peu réaliste de où sont les photorécepteurs. Et on a deux roues plus en fait un petit patin qui fait que le robot il va pouvoir tourner sur lui-même grâce au fait qu'il a les deux roues. Donc si on donne la même vitesse, moteur droit, moteur gauche, il avance tout droit, il peut tourner à droite, tourner à gauche, faire marche arrière, ainsi de suite. Voilà. Et la question en fait qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que ce véhicule soit capable de faire de l'évitement d'obstacles. Alors il y a deux manières de raisonner. Soit vous dites, moi, je veux faire de la programmation classique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a des choses sur les capteurs. Il faut pouvoir détecter quand est-ce que le signal sur le capteur est important et si j'ai tel capteur sur le capteur, quelle vitesse je vais donner à droite, à gauche, de combien je vais tourner, et compagnie, quel seuil je vais mettre. Là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que on a quand même beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de configurations qui peuvent être rencontrées et donc on ne sait pas forcément comment on va gérer correctement toutes ces configurations. D'accord? Donc, la solution que propose Breitenberg, c'est de se dire, supposons qu'on n'ait que deux motoneurones ici, d'accord? Donc, se dire, voilà, c'est des unités qui vont sommer des signaux à l'entrée. Et la question, c'est comment est-ce que je pourrais mélanger ces signaux en entrée pour permettre de faire des l'évitement d'obstacles. Ça va? Vous voyez comment faire? Non, oui, peut-être, peut-être pas. Oui, allez-y, allez-y, hein. Pardon? C'est pas comme la logique floue. C'est pour faire un autre exemple. C'est un peu différent de la logique floue. Oui, c'est ce que vous avez fait en logique floue, mais là, c'est différent. Et en même temps, ça vous permet de voir que justement, on peut traiter un problème de plusieurs manières différentes. Mais il y a une proximité à la logique floue quand même. Somme est distribuée par les capteurs. Et en fonction de cette somme, en fonction du score de chaque moteur, on a une puissance plus élevée. On va tomber plus vite. Ouais, mais il faut choisir si tu tournes à droite ou à gauche. Pardon? Est-ce qu'on divise en deux, une partie droite et une partie gauche, et en fonction du score de chaque, on indexe ça sur la. Quand on fait on multiplie par la vitesse pour obtenir la vitesse du moteur. Quand on fait une opération pour obtenir la vitesse du moteur en fonction de cette. Voilà. Donc, on est assez d'accord sur le fait qu'ici, en sortie, ça sera la vitesse de mon moteur. On va dire, voilà, ça sera mon moteur 0, par exemple. Ça, c'est mon moteur 1. Et je peux imaginer que l'intensité de ma commande, ça soit directement la vitesse. Donc, on va pondérer la valeur des capteurs par des coefficients. Et en fonction de cette pondération, on veut que ça nous calcule la vitesse. Alors là, par exemple, on voit dans cette situation-là que si on veut faire l'évitement, clairement, ce qu'il faut faire, c'est accélérer cette roue-là quand il y a l'obstacle de ce côté-là. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est que ces signaux-là, ils devraient exciter ce moteur ici. OK? À l'inverse, si l'obstacle il était de ce côté-là, on voit bien que dans ce cas-là, il faudrait plutôt que ces capteurs-là fassent accélérer ce moteur qui est de l'autre côté. Ça va? Et
En plus, ben, si vous voulez être sûr de tourner presque sur vous-même parce que vous êtes trop proche d'un obstacle, si ici l'obstacle il est très proche, vous n'avez pas envie que cette roue elle continue de beaucoup avancer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez dire, ah mais ok, ici, il faudrait que ça arrive et que ça y. Voilà. Donc en fait, ça c'est une première forme de solution qu'on voit apparaître, qu'on peut dessiner de cette manière-là. La chose, moi, qui m'intéresse, c'est que il y a une symétrie dans ma solution. Et là, on a une symétrie qui est droite-gauche. Et dans ce cas-là, on a vraiment cette symétrie qui est depuis ici, où nos poids synaptiques qui vont être symétriques et qui correspond à la symétrie de notre problème. Donc, c'est intéressant de se dire que quand on a un problème symétrique, on a une solution qui est symétrique. Maintenant, en termes de conception aussi du réseau, la manière aussi de raisonner, c'est de se dire, mais c'est quoi l'invariant de mon problème? En fait, qu'est-ce que je pourrais définir? Je vous ai dit que je voulais penser en termes de comportement et de penser mon problème en termes d'invariant. En fait, l'invariant que je voudrais avoir, c'est juste d'avancer tout droit. Et s'il y a quelque chose qui perturbe mon invariant, en fait, tout ce que je me demande, c'est comment faire pour revenir au truc où j'avance tout droit. Donc là, en pratique, ce qu'on constate, c'est que les poids que j'ai ici sont symétriques. Donc, s'il ne se passe rien, de toute manière, ils ne perturbent pas le fait d'avancer tout droit. Alors, si je veux d'ailleurs avancer tout droit, il faudrait ici qu'il y ait une constante et que j'ai une force ici qui, globalement, caractérise ce comportement-là. Donc, globalement, là, ce que je suis en train d'écrire, ce n'est pas un véhicule où je suis en train de forcer un comportement spécifique. Je suis juste en train de garantir que, avec cette construction-là, s'il y a des obstacles, je vais être capable de les éviter. OK? Et je tournerai d'autant plus que je serai proche des obstacles. Donc, normalement, je ne vais pas me rapprocher trop de mes obstacles. OK? Donc là, j'ai mon invariant qui dit d'avancer tout droit. Ça va? Alors maintenant, là, je l'ai juste dessiné. Ce qui m'intéresse aussi, c'est à quoi ressemble mon programme au final. D'accord? Parce que mon programme, il dit juste, finalement, j'ai mon moteur 1, mon moteur 0, pardon. Ça, mon moteur 1. Je peux considérer que c'est un vecteur. Et ce vecteur, ça correspond au produit entre une matrice de poids synaptiques. Donc, la matrice de poids synaptiques, ben, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des plus 1, on a 3 plus 1, 3 moins 1, et 2 zéros. À l'inverse, de l'autre côté, on a des moins 1, moins 1, moins 1, et des plus 1, ici, 2 zéros. Et ça, multiplié par le capteur infrarouge 0, le capteur infrarouge 1, ainsi de suite, jusqu'au capteur infrarouge 7, puisque je vais de 0 à 8, j'ai 8 capteurs. Donc ça correspond finalement à mon algorithme d'évitement d'obstacles. Alors, vous voyez, c'est pratique parce que je suis très proche d'un formalisme neuronal. Alors, je pourrais si je rajoutais un f de quelque chose, j'aurais directement mes perceptrons. On pourrait imaginer, mais en pratique, pourquoi j'ai pas besoin de mettre une fonction non linéaire? Vous savez pourquoi, en fait, je ne la mets pas et qu'au final, c'est comme si je l'avais mise. Je ne la mets pas, mais je vous dis que c'est comme si je l'avais mise. Hein. Et, voilà, pour le coup, je pense que ce que je vous dis est correct. Pas d'idée? Eh bien, cette commande motrice, elle attaque mes moteurs. En fait, elle attaque la carte électronique qui permet de réguler la vitesse. Si vous demandez à une voiture autonome ou autre de rouler à 1000 km/h ou à 2000 km/h, de passer la vitesse du son, vous pouvez toujours lui demander.
Mais la mécanique derrière, elle pourra faire rouler votre véhicule jusqu'à une vitesse limite, je sais pas, peut-être 200, 300 km/h, 400 peut-être dans certains cas. Et vous savez bien qu'au-delà, on a énormément de mal à avoir la mécanique qui peut faire mieux. Bah, donc en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la mécanique, on aura un effet de saturation qui fera que de toute manière, il y aura une Vmax qui sera ici. Et pareil, en fait, on va être symétrique ici. Donc là, on aura clairement une fonction qui sera comme ça, avec votre moins Vmax dans l'autre sens. Ça va nous limiter par rapport à ici la commande. Voilà. Donc, de toute manière, oui, on aurait dû mettre une fonction f ici, si on veut être tranquille de manière à éviter que notre vitesse ne devienne excessive. Mais en général, presque sur ces systèmes-là, on peut se faire confiance à l'électronique qui, dans tous les cas, filtrera les signaux qui seraient dangereux pour les moteurs parce que le fabricant, il n'a pas envie non plus que vous mettiez les moteurs dans le rouge et que ça chauffe trop et que vous cassiez ses moteurs, puisqu'il y a des garanties et compagnie. Donc, en général, ils vont même vous assurer que vous êtes loin de la limite extrême. Voilà. Donc, ça veut dire, OK, j'ai un modèle là qui est OK. Et puis, si vous vous rappelez, en fait, j'ai rajouté aussi le fait qu'on pouvait avoir une vitesse constante pour avancer. Ben, ça veut dire que ici, j'ai eu une constante qui était avec finalement un V0 qui est mis sur les deux composantes qui se rajoutent en plus. D'accord? Voilà. Donc ça c'est ma solution, c'est mon algorithme pour éviter des obstacles. Ça va? Alors on peut donc voilà, donc ça c'est ce que j'expliquais là. Alors on peut aller plus loin. C'est ça. On peut aller plus loin, donc notamment si vous voulez avoir un robot qui, lorsque vous essayez de l'attraper, il va vous fuir. Eh bien, vous pouvez imaginer, en plus de considérer que les capteurs à l'arrière qu'on n'avait pas, dont on ne tenait pas compte, eh bien, on peut les associer avec le fait que si j'essaye de l'attraper, il va accélérer pour me fuir. Et là, vous avez vraiment quelque chose où c'est assez marrant parce que quand vous essayez d'attraper le robot, ben, vous arrivez, puis tac, d'un seul coup, il se met à avancer plus rapidement et donc votre main tombe dans le vide systématiquement. Donc là, vous voyez que finalement, je peux combiner ça en disant, ah, mais je vais avoir mon comportement de fuite qui va consister à avoir 6 zéros ici et ici, finalement, à prendre mes deux capteurs infrarouges, à les utiliser comme ça à nouveau, en disant, ben, finalement, IR0 jusqu'à mon IR7 et plus ici ma V0 qui va être donnée à tout le monde. Donc là, j'ai un véhicule qui ici fait de l'évitement. Obstacle, pardon. Il fait l'évitement d'obstacle, il va fuir et en plus il va avancer. Donc vous voyez que finalement, j'ai un cas assez intéressant où je peux sommer ces différentes forces. Donc d'un point de vue algébrique, ça s'écrit très bien. Et c'est très pratique pour finalement écrire un programme très simple. Alors en plus, si on fait un peu d'algèbre, on se rend compte que finalement, là, comme on peut factoriser, je pourrais directement sommer ces deux matrices et mettre tout ça dans une seule matrice. OK? Mais c'est quand même intéressant, c'est plus intéressant pour moi de vous le montrer comme étant deux matrices séparées pour vous montrer finalement que je peux sommer comme ça des comportements. Ça va? Et que chacun de mes comportements, je peux le voir comme étant un état attracteur que je désire obtenir. Et évidemment, ben, en général, quand on a ces états attracteurs, ces invariants, il y a tout le temps des symétries qui sont associées. Donc la première chose qu'on doit faire quand on passe à un problème de ce côté-là, où on se dit, je vais penser en termes d'état attracteur, la question c'est, quelles sont les symétries? De suite, hein. Attracteur, donc dit symétrie dans mon problème, donc quelles sont les symétries? En fait, les physiciens, ils sont super habitués à ça, nous pas beaucoup, mais il faut raisonner un peu comme ça. Ça va? Dites-moi s'il y a un souci. Après, Fuir, c'est ça? évitement d'obstacles, c'est IR7. Ben, évitement d'obstacles. IR7. Ah oui, excuse-moi, oui, hier. Oui. Mon capteur infrarouge de 0 à 7. Alors, la réponse de mes capteurs infrarouges sur ce type de robot, c'est assez marrant parce que si vous regardez avec la distance,
et que vous regardez la quantité, enfin, ce que vous allez mesurer hier en fonction de D, ce qui va se passer, c'est que votre capteur, il va avoir tendance à saturer et puis il va descendre, il va faire un peu de turbulence. Donc ça, c'est la réponse d'un capteur infrarouge. Donc c'est pas une réponse qui est linéaire. C'est une réponse qui sature, ce qui fait que en dessous, par exemple, de 2-3 cm, vous allez tout pouvoir mesurer de distance. Vous allez avoir juste, ça vous dit qu'il y a quelque chose de proche, c'est tout. Et là, en général, je ne sais pas si vous savez, là, les capteurs infrarouges, c'est quoi à peu près leur portée dans les capteurs infrarouges simples? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On est à peu près aux alentours de 50 cm. Au-delà de 50 cm, c'est vraiment, ça le fait pas trop. Alors évidemment, si vous avez un laser, vous pouvez aller plus loin, mais avec juste de l'infrarouge classique, ça va être limité à ça. Et là aussi, la chose importante, c'est de bien se rendre compte que les capteurs sont en général adaptés à une résolution. Ce petit robot, des capteurs qui vont récupérer un signal jusqu'à 50 cm, c'est suffisant parce que j'ai un robot qui finalement fait moins de 10 cm, donc capter à 5 fois sa taille, ben, ça permet de voir assez loin finalement. Si vous avez un robot qui est plus grand, ben, en général, vous n'allez pas aimer les capteurs infrarouges, parce que les capteurs infrarouges, si vous avez un robot qui fait 1 mètre de long et que vous captez qu'à 50 cm, waouh, dès qu'il s'est déplacé d'une fois de sa longueur, si entre-temps vous n'avez pas détecté, vous êtes mort. Donc là, on aimera avoir des capteurs qui sont plutôt à 5 mètres de portée minimum. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre comme type de capteur? Pardon? Alors, LIDAR, si t'es riche, alors maintenant, il y en a des pas très chers, donc c'est bien. Mais avant, si t'es plus pauvre, qu'est-ce que ou que t'es dans le passé, qu'est-ce que tu prends? Voilà, les ultrasons qui ont pile cette portée-là, qui vont facilement à 5 mètres, ils peuvent aller jusqu'à 10 mètres, mais après, ils sont pas vraiment capables d'aller au-delà de 10 mètres. Donc, vous voyez, il y a chez quoi des capteurs qui sont bien adaptés à la distance. Et après, ben, si vous avez besoin d'être au-delà de 10 mètres, clairement, la seule solution, c'est les lidars qui vont, des télémètres laser qui vont vous permettre d'aller percevoir plus loin. Mais les lidars, ils vont aller jusqu'à quelle distance? Pardon? 100 mètres? Oui, en mètres. Oui. Et alors, tu as dit combien? Sur un lidar, non, je vais faire plus. Non, non, ils vont beaucoup plus loin que 10 à 20 mètres. Alors, oui, tu peux en avoir, tu en as, on va dire, des trucs de bricolage qu'on peut avoir sur des petits kits de robots qui sont des lidars à 100 euros. Voilà, on va peut-être avoir cette portée-là. Effectivement, 20 mètres, ils vont avoir du mal. Mais si on parle d'un lidar industriel, alors on est d'accord, le capteur, il vaut 6 000 euros pièce. Pardon? J'ai cherché en portée, c'est des centaines de kilomètres. Ouais, mais alors on parle je ne sais pas de quoi on parle là. Alors oui, t'as raison, mais juste pour que, moi je vous remets juste des échelles de grandeur, on va dire simples. Alors centaines de kilomètres, c'est un poil délicat parce que la courbure de la Terre, c'est pas spécifiquement utile. Vous n'allez pas pouvoir regarder. C'est pour le spatial, d'accord. Oui, d'accord, oui, mais le spatial, t'as pas l'atmosphère et compagnie, donc, enfin, voilà. Ça m'amuse pas. Là, c'est marrant, hein, mais c'est pareil. Hein, on peut avoir un laser qui pointe sur la Lune et qui vous donne la distance Terre-Lune et il vous la donne à mieux que le millimètre. Ah, d'accord, ok. On est capable comme ça de mesurer l'éloignement de la Terre à la Lune dans le temps. C'est vrai. Et là, on est en train de parler sur des très longues distances. Mais donc j'évacue ce truc-là qui est quand même un truc auquel personne n'a accès, d'accord? À part le truc de la NASA ou je sais pas quoi, avec un projet en milliards, pour être capable de faire ça. Donc oui, on sait faire des trucs incroyables. Même on prévoit d'avoir des lasers qui, un jour peut-être, envoieront de l'énergie vers des vaisseaux spatiaux et qu'avec la puissance des photons, ça fera fonctionner leur voile solaire et compagnie. Donc il y a plein de trucs, limite, on va dire science et fiction. On sait pas, voilà. Ça fonctionnera peut-être demain. Pour l'instant, c'est encore que du rêve. Je reviens donc juste sur des lidars que je peux acheter au jour d'aujourd'hui. Un lidar industriel qui fonctionne juste en balayage 1D, ça vaut en général entre 1000 et 6000 euros. 1000 euros pour des lidars qui sont, on va dire,
des lidars sérieux, hein, des lidars dits industriels, un lidar qui fonctionne que en intérieur, qui va être à peu près à 1000 euros, un lidar pour de l'extérieur, un lidar industriel qu'on peut trouver sur des machines, je sais pas, par exemple, dans le, pardon? Des robots et on commente. Ouais, voilà. Donc plein au niveau des mines, ils ont beaucoup ce genre de système et autres. Donc là, donc tous les trucs qu'on va trouver sur les chantiers, mais on va être plutôt à 6000 euros le lidar. Et c'est aussi ceux qui ont équipé à une certaine époque les premières voitures autonomes qui ont battu certains concours. Donc pourquoi cette différence de prix entre l'intérieur et là, donc la portée, elle est entre 100 et 200 mètres. C'est pas mal, mais c'est pas non plus le rêve. Ça veut dire que si vous voulez, vous êtes sur une autoroute avec une bonne visibilité devant, votre lidar, globalement, il est quand même assez limité. Il vous donne une perception de ce qui se passe autour de la voiture, mais pas vraiment ce qui est très loin. Si vous voulez regarder beaucoup plus loin, en général, on va utiliser la vision. Et quand vous regardez sous l'angle des roboticiens, et notamment beaucoup de controverses sur quels sont les bons capteurs, il y a d'un côté toute une partie des gens qui viennent plutôt de la robotique classique, qui ne jurent que par le lidar, parce que l'intérêt, c'est que le lidar va vous donner une carte de profondeur qui est métrique directement, et d'autres personnes qui vont plutôt aimer la vision. Donc Tesla, notamment, aime bien le côté plutôt tout vision. Pourquoi? Ben parce que c'est des capteurs qui sont passifs, qui vont coûter beaucoup moins cher, alors qui ont l'intérêt de pouvoir voir beaucoup plus loin, mais qui évidemment posent des soucis de traitement quand même du signal de ce capteur qui est plus compliqué que le lidar. Voilà. Et il faut voir, donc évidemment, suite aux avancées des voitures autonomes, on est passé d'un lidar qui balayait juste en vous donnant genre 360 valeurs, enfin, vous voyez, enfin, des valeurs en tournant qui étaient un D, à des lidars qui vont vous donner une information en faisant un balayage 2D, donc ils vont vous donner une carte de profondeur 3D de votre environnement. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Mais ces lidars là, historiquement, leur prix était au-dessus de 30 000 euros le lidar. Donc, quand vous avez votre voiture et que vous voulez qu'elle soit autonome, si vous pensez en termes de prix, alors évidemment, les lidars produits après d'un point de vue industriel, on peut imaginer que les prix vont complètement chuter. Mais il y a un vrai souci de prix d'une voiture autonome, c'est que finalement, vous achetez deux voitures pour le prix d'une, si vous voulez qu'elle soit autonome, juste à cause du capteur, un capteur à 30 000 euros, vous avez des voitures à moins de 30 000 euros. D'accord? Voilà. Donc mais voilà, ça c'est un petit peu les limites de la technique. Ça va? Donc là, on voit juste ce côté-là. Maintenant, si je veux, donc vraiment, c'est cette idée que le réseau, je vais essayer de le construire comme un point stable, un attracteur d'un comportement dynamique particulier. Et l'idée, c'est qu'il puisse revenir dans un état d'équilibre lorsqu'il subit une perturbation. Et donc, on aura tout le temps un comportement, c'est égal à un état d'équilibre dynamique. Donc, on doit penser ça. Quel va être les comportements que j'ai et dans quelle mesure je peux les voir comme étant un état d'équilibre. Ça va? Maintenant, imaginez qu'on veuille faire un véhicule. Hop, je vais mettre ça. Voilà. Je veux faire un véhicule où ce que j'ai envie, c'est qu'il puisse, par exemple, fuir la lumière. D'accord? Donc, il y a de la lumière et mon véhicule doit fuir la lumière. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme câblage pour être capable de fuir la lumière? Alors, je peux imaginer en fait que je prends les mêmes capteurs. Et ce qui est bien, c'est que quand on veut utiliser des capteurs infrarouges, en pratique, on a aussi un capteur de lumière directement. C'est-à-dire que quand on a le capteur infrarouge, d'accord, il émet des infrarouges. Et puis ensuite, en réception, il a un phototransistor qui va permettre de regarder qu'est-ce qui est réfléchi. Et donc, évidemment, plus c'est loin, moins on réfléchit. Mais on a imprimé les deux choses qui sont disponibles. Donc, il y a vraiment le côté LED qui est clair et la cellule de mesure. Donc, si vous n'éclairez pas, ça vous donne une mesure de la quantité de lumière ambiante. Donc, en fait, avec le même capteur, je peux faire les deux choses. Donc, comment est-ce que là, je peux faire pour avoir un véhicule qui va fuir la lumière? Ben, vous voyez, s'il doit fuir la lumière, finalement, normalement, c'est le même réseau. C'est-à-dire que ici, j'ai beaucoup de lumière. Donc, dans ce cas-là, je fais accélérer ce moteur-là. Donc, si maintenant, je veux aller avoir l'inverse, un robot qui va vers la lumière, bah,
il va falloir que j'inverse. Donc là, je vais dire, je vais pas sur la lumière, mais on va dire aller vers la lumière. Sinon, je m'embête à écrire deux fois la même chose. Si je veux aller vers la lumière, ce que je vais pouvoir dire, c'est, ah, mais en fait, si je suis en train d'aller comme ça, je vais m'éloigner de la lumière, d'accord? Si je vais comme ça, je vais m'éloigner de la lumière. Donc, en fait, ça veut dire que dans ce cas-là, pour me recentrer sur ma source de lumière, rester recentré sur la source de lumière, on aura tout le temps la symétrie droite-gauche. Ça, c'est évident qu'on va avoir ça. Donc ça, il faut penser d'entrée de jeu, on s'attend à ça. Et l'autre chose, c'est que donc là, ici, ça signifie que si j'ai la lumière, que je vais aller vers la lumière, ben là, quand j'ai beaucoup de lumière, il faut faire ralentir le moteur qui est du côté où on a beaucoup de lumière. Donc là, je vais freiner ici et je vais faire accélérer l'autre moteur. Et inversement, si j'ai beaucoup de lumière de l'autre côté, ben je vais faire freiner ce moteur-là et accélérer le moteur de l'autre côté. Donc, vous voyez que finalement, si je veux faire la même chose là pour cet aspect de aller vers la lumière, eh bien, je peux le faire et je peux imaginer de le rajouter en plus dans mes comportements en disant, ah, mais en fait, je peux aussi rajouter quelque chose qui serait dans ma matrice, des plus 1 ici, des 0, des plus 1, je ne vais pas écrire des plus 1, des moins 1 ici, voilà, et des 0. Et là, j'aurai mes capteurs de lumière ambiante, donc de L0 jusqu'à L7. Et ça, je vais pouvoir le sommer directement. Et en sommant directement, j'aurai ma solution. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire maintenant que je peux avoir un véhicule qui va être capable d'éviter des obstacles. S'il y a un obstacle ici, tac, il va l'éviter. Et en même temps, qu'il va pouvoir aller vers une source de lumière. Donc, vous voyez, je n'ai pas fabriqué un programme, je n'ai pas réfléchi de manière complexe. Je réfléchis en termes de comment faire pour aller vers la lumière, comment faire pour éviter des obstacles. Et maintenant, quand il y a les deux ensemble, ben, j'ai un véhicule qui va fonctionner plutôt bien, puisque, a priori, mon véhicule, si maintenant je redessine en éloignant, c'est bon, je peux effacer. Donc, si je redessine en imaginant que mon véhicule est un peu plus petit pour voir ce qui se passe, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mon véhicule, il commence, il est comme ça. Ah ben tiens, il y a la source de lumière par là. Donc, je m'oriente comme ça, je vais dans ce sens-là. J'arrive par là, il y a un obstacle. Ah ben tiens, j'évite l'obstacle. Et puis, ah ben tiens, j'ai plus d'obstacle, maintenant je suis tranquille. Ben tac, je vais vers la source de lumière. Donc, mon véhicule va être capable d'aller vers une source de lumière en évitant des obstacles. Et il peut y avoir autant d'obstacles que j'ai envie. Je n'ai pas eu du tout besoin de planifier. Mon système, finalement, est très simple et va être capable de naviguer correctement. Et il va avoir cette robustesse qui va être vraiment juste là, j'ai des mécanismes réflexes, hein, d'accord, parce que là, tout est précamé. Si ces câblages-là existent en direct dans mon système, eh bien, ça va me permettre de naviguer correctement. On soupçonne que chez les insectes, c'est vraiment beaucoup de comportements comme ça, en fait, qui les font fonctionner. Et c'est assez réaliste, en fait, par rapport à ce qu'on sait du comportement des insectes. Ça va? Ah oui, pardon. Mais normalement, ça ne devrait pas aller en compte. Ça ne devrait pas aller, vous devriez trouver quand même qu'il y a un défaut dans ce que je raconte. Est-ce que ça marche tout le temps, ce qu'on vient de raconter? Oui. Ah, ça n'annule pas parce que j'ai de la chance. Hein. Attention, les signaux en entrée ne sont pas les mêmes. L'un, c'est lumière, l'autre, c'est les infrarouges. Donc, non, ça marche. Ça marche. Dans le cas où on a des objectifs qui sont contraires. Ah, là, tu as raison. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, est-ce que ce mécanisme d'évitement d'obstacles me permet déjà d'éviter des obstacles dans tous les cas? Ben, vous verrez en TP, la réponse est non. Il y a un cas où ça ne va pas marcher. Ouais, alors, ce cas-là, il ne m'embête pas trop. C'est-à-dire qu'effectivement, il est potentiellement embêtant parce que si je suis pile en face, j'ai pile l'équilibre et il ne va rien se passer. Mais
Dès que je vais commencer à tourner un tout petit peu, c'est un point d'équilibre instable. D'accord? C'est comme quand je tiens un stylo au-dessus de mon doigt. Oui, il peut rester en équilibre comme ça, mais dès qu'il va se passer un petit truc dans un sens, automatiquement, tac, je vais basculer sur une des solutions. Donc ça m'embête pas trop. Ce qui est plus embêtant, c'est que si je crée un obstacle qui est comme ça, eh bien là, mon véhicule, quand il rentre ici dedans, il commence à tourner dans un sens et puis il voit que c'est encore plus obstacle, donc il va faire des allers-retours comme ça et il ne sortira pas de ce cul-de-sac. Donc, j'ai un véhicule qui n'est pas capable de résoudre un problème comme ça. Est-ce que c'est dramatique? Hein? C'est buggé? Eh bien, sachez que beaucoup d'animaux, dont les petits humains, auront le même souci. C'est-à-dire que un enfant de moins d'1 an, vous lui mettez un objet qu'il a envie de saisir et il est ici, eh bien, il insistera jusqu'à se mettre à pleurer, mais il n'aura pas l'idée de contourner. Une poule, c'est pareil. Une poule qui essaye qui a un enclos qui serait grillagé comme ça, vous mettez du grain ici, votre poule, elle va s'acharner à essayer d'atteindre le grain au travers du grillage et elle n'arrivera pas à le contourner. En fait, un très grand nombre d'animaux vont avoir ce souci-là. Est-ce que ça va embêter tant que ça la poule? Est-ce que la poule, elle va mourir de faim en ne mangeant jamais son grain? Est-ce que le bébé va être embêté parce que vous avez fait ce truc-là? Qu'est-ce qui va se passer avec les animaux? Non, non, aucune adaptation. C'est une poule, bon sang. C'est pas connu pour son intelligence, même si c'est une erreur, parce que c'est plus malin que ce qu'on le pense, et que c'est capable aussi de s'adapter. Mais imaginons qu'elle puisse pas s'adapter, rien du tout. Une poule sévère qui veut vraiment pas s'adapter et qui reste bloquée sur ses conditions. Hein? Ben non. Eh ouais. On abandonne au bout d'un moment. On abandonne, on passe à autre chose. Va se balader. On se balade aléatoirement, et puis à un moment donné, on est là. Oh ben tiens, génial. En fait, tout ce qu'il faut, c'est que quand on n'y arrive pas, on finisse par abandonner. Donc, on peut s'énerver pendant un moment, crier, compagnie, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on abandonne. Et heureusement, en fait, on a ces mécanismes de régulation qui vont faire qu'on va détecter qu'on est en situation d'échec et qu'on va avoir une sorte de régulation qui va faire qu'on va changer de comportement. Et on n'est pas obligé, en fait, d'avoir la solution. La meilleure solution au problème compliqué, c'est l'exploration aléatoire. Ça marche toujours. C'est une solution à la con, mais c'est une solution qui est toujours valide. Explorer aléatoirement. En fait, si vous ne savez pas quoi faire, c'est la meilleure solution. Donc, le truc, c'est que dans tout système, il faut permettre à un moment donné qu'on ait le hasard qui puisse fonctionner. Et donc, typiquement, même quand vous regardez les aspects, en fait, d'auto-évaluation et autres, ce sont des mécaniques qui vont permettre de se débrouiller pour que, par exemple, chez nous, les mécanismes émotionnels, c'est des mécanismes qui permettent d'auto-évaluer notre comportement de manière à changer le comportement. C'est leur rôle premier. Eh bien, si vous mettez ça dans votre système, il faut justement pouvoir abandonner. Et à partir du moment où on abandonne, il y aura une solution. Tant qu'on n'abandonnera pas, il n'y aura pas de solution. Si on est totalement coincé. Pardon? Si on est totalement coincé. Ah merde. Pour avoir un mécanisme d'abandon de tâches. Oui, c'est ça. Mais si vous regardez parmi les espèces, certaines espèces qui n'ont pas de mécanisme émotionnel et compagnie, dont a priori certains insectes et autres, vous les mettez derrière une vitre et il y a une lampe de l'autre côté. Le lendemain, vous les retrouvez, ils sont encore là à essayer de passer au travers. Hein. Et il y a une vraie persévérance parce qu'on a vraiment à ce niveau-là quelque chose qui est vraiment juste du niveau du réflexe. Est-ce que c'est grave? C'est grave pour cet individu parce qu'il va mourir. Mais pour l'espèce, globalement, c'est secondaire. Parce qu'en fait, on est sur des trucs où on joue sur le fait qu'on peut avoir des milliers d'individus et que s'il y en a quelques-uns qui meurent ou autre, c'est pas du tout grave. C'est la même histoire pour les fourmis et compagnie. Les fourmis, elles rentrent, ou les abeilles, hein, elles ne rentrent pas tout au nid. Hein. C'est pas les histoires de Maya l'abeille où la petite abeille, forcément, le soir, elle doit rentrer à la ruche.
il y a tout le temps une proportion de ces animaux qui ne vont pas réussir à rentrer. Parce que les algos sont OK, mais ne sont pas fabuleux. Et que c'est pas grave parce qu'en fait, la vie d'un de ces animaux, entre guillemets, par rapport à la société dans laquelle ils sont, ben, fait voilà, c'est pas grave et on a fait ce choix-là. On a le droit à des pertes tous les jours, quoi, entre guillemets. C'est bon? Voilà. Mais vous voyez, en même temps, c'est aussi sur comment on va penser la solution du problème. Mais le truc intéressant, c'est de se dire, même un gamin qui a moins d'un an, un gamin de moins d'un an, il se fait avoir dans un problème comme ça. Il n'est pas plus malin que ça. Même qu'il ait une grosse tête et tout, hein. Enfin, son cortex préfrontal ne marche pas encore. Et donc, il ne peut pas l'employer. Donc, effectivement, il se fait avoir. Et il n'y a vraiment que ce côté stimulus-réponse qui va être effectif lorsqu'on est juste à quelques mois d'âge. Ouais. Voilà. OK. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple pour vous montrer justement comment cette approche ascendante, on peut l'utiliser pour faire des choses un peu plus complexes. Alors, il se trouve que, donc ça, c'était donc un éthologue qui s'appelle Jean-Louis de Neubourg, qui travaillait dans le laboratoire de Prigogine. Donc, Prigogine, c'est un prix Nobel de physique ou chimie, je pense. Il a travaillé sur les systèmes complexes et avait créé donc à Bruxelles un laboratoire où il réunissait non pas que des physiciens et des chimistes, mais aussi donc des gens en éthologie, en IA et compagnie, en disant, on va regarder les histoires d'auto-organisation des systèmes complexes et dans quelle mesure on peut en utiliser pour comprendre un petit peu le vivant et réaliser des choses sympas. Et en fait, c'est de là que sont nées notamment toutes les approches sur les systèmes multi-agents qui aujourd'hui sont des approches qui sont, entre guillemets, bien connues en informatique. Et Jean-Louis de Neubourg, lui, était spécialisé donc, chez l'étude du comportement des insectes et notamment, il s'intéressait au fait qu'il avait constaté que dans une fourmilière, on avait des tas de déchets à certains endroits, des entrepôts de déchets, et à d'autres endroits, c'était des tas où on avait de la nourriture et les choses étaient bien rangées. Et la question que se posaient les éthologues depuis en fait longtemps, c'était de savoir comment était faite cette décision de dire que dans la fourmilière, on va stocker les déchets à tel endroit, on va stocker la nourriture à un autre endroit. En plus que quand on le regarde, hein, c'est-à-dire qu'on constate qu'effectivement, la nourriture est stockée dans des endroits où elle se conserve bien, les déchets dans des endroits où ils vont éviter de trop perturber le reste, et puis les larves vont être élevées à un autre endroit et compagnie. Il y a bien une sorte de plan de la fourmilière qui existe et qui est un plan qui semble être vraiment optimisé. Ça va? Donc la question, mais c'est comment a eu lieu ce travail d'optimisation? Qui a décidé qu'on devait mettre l'état de déchets à tel endroit, l'état de nourriture à tel autre endroit, en plus en profitant bien de l'hydrométrie, en profitant du fait que les larves on émet à un endroit où la température elle est bien régulée et compagnie. Qui a pensé à ça? Qui est l'architecte? Alors, quand on était plutôt au 18e, 19e siècle, on pensait que c'était la reine, enfin voilà, la reine avec les généraux et puis derrière les ouvrières qui font le taf, mais globalement, il y a quelqu'un qui commande, qui donne le plan et tout le monde après va travailler en fonction de ce plan. Donc là, on est dans cette version hiérarchique, analyse descendante, où il y a un chef qui ordonne aux subordonnés ce qu'il doit faire. Ça va? En fait, ce qu'il a montré, lui, c'est que non, on n'est pas du tout obligé de prendre ce genre d'hypothèse. Il peut exister une solution qui consiste juste à dire que les fourmis, ce sont des automates probabilistes. C'est-à-dire qu'une fourmi, elle agirait complètement au hasard et elle se baladerait aléatoirement dans la fourmilière et que simplement, quand elle va rencontrer de la nourriture, elle a une certaine probabilité de prendre la nourriture. Elle a la même probabilité, par exemple, de prendre un déchet. Mais si elle prend de la nourriture juste dans un endroit qui est vide, eh bien, elle a une grande probabilité de la prendre. Pareil pour les déchets. Mais si elle transporte de la nourriture, elle aurait une grande probabilité de déposer la nourriture dans un tas de nourriture et une faible probabilité de déposer la nourriture dans un tas de déchets.
mais c'est simplement une faible probabilité. C'est-à-dire que il va bien y avoir des fourmis qui vont déposer de la nourriture dans des tas de déchets et des déchets dans des tas de nourriture. OK? Et donc, et en plus, on a une probabilité non nulle de déposer juste de la nourriture n'importe où, au milieu d'un couloir. Tac, je dépose mon truc et je continue. Et donc, tout le monde, comme ça, travaille aléatoirement. Et, le seul contrainte qu'il met, c'est de dire, il y a une probabilité plus grande de déposer la nourriture dans un tas de nourriture quand on a de la nourriture. Et pareil pour les déchets. À partir du moment où il a ça, ce qu'il constate, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va avoir des tas de plus en plus gros de nourriture et de déchets et que ça va se retrouver ségrégé et que, au final, on va avoir un endroit où ça va émerger, l'endroit qui sera, entre guillemets, la poubelle et l'autre endroit qui sera l'endroit où on va avoir le garde-manger, où on va stocker la nourriture. Voilà. Et que ça, cette émergence, elle va juste se faire sur le fait que ces probabilités, en étant biaisées, vont faire que on va avoir un effet de ce qu'on appelle une rétroaction positive qui va faire que dès qu'on a un tas de nourriture un peu gros qui va se faire, ben, il aura tendance à de plus en plus grossir. Et que quand on a un tas de déchets, ben, c'est pareil, il aura tendance à de plus en plus grossir et être de plus en plus consacré aux déchets. Et évidemment, si vous mettez un tas de déchets à un endroit où c'est pas du tout pratique et où ça va créer des soucis, eh bien, d'autres fourmis vont avoir tendance à le détruire et on va pas avoir tendance à le recréer à cet endroit-là. Et pareil, si vous mettez la nourriture à un endroit où la nourriture se conserve mal, eh bien, forcément, elle va disparaître et donc, on va pas continuer à travailler à cet endroit-là. Mais au départ, les fourmis vont le faire. Et au bout d'un moment, il va s'établir que, ben, on aura des entrepôts de nourriture qui seront aux endroits où c'est le plus adapté. Pas parce qu'à l'avance, on a pensé à créer les endroits les plus adaptés comme il faut a priori, mais simplement parce qu'on va profiter des conditions qui sont meilleures à tel et tel endroit et que de la même manière, ben, quand on va continuer à modifier la fourmilière, tout va, entre guillemets, se modifier en même temps et on va avoir comme ça toute une dynamique qui va se maintenir. Ça vous paraît clair? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait, enfin, ce qu'on savait des travaux de Neubourg. Et en fait, quand on avait découvert ces travaux-là, on s'était dit que ça pouvait être marrant de faire la même chose avec nos petits robots, parce qu'à l'époque, c'était la première fois où ces petits robots étaient fabriqués. Donc là, enfin, j'étais à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et en fait, c'est juste la manip que je vais vous montrer là, elle est partie de, ben, je sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas comment faire pour simuler sur ces petits robots qui ont que des capteurs infrarouges, comment faire pour simuler le fait qu'il faudrait avoir une probabilité grande de faire des tas, voilà, et que je voudrais que mes tas ils grossissent de plus en plus. Alors, on a supprimé l'histoire qu'on voulait à la fois un tas de nourriture et un tas de déchets. Là, c'était juste la question de se dire, mais si on peut fabriquer des tas, est-ce que je pourrais avoir tous mes robots qui coopèrent pour créer un tas quelque part? D'accord? Plutôt que d'avoir voilà, tous ces petits objets qui sont séparés. Donc là, vous voyez, c'est des petits plots en bois qu'on avait coupés et se dire, mais finalement, est-ce que je peux pas me débrouiller pour les mettre comme je veux? Donc là, nos robots, voilà. Donc ce qu'on a dit, c'est, OK, moi, ce que je sais faire, qui n'est pas compliqué, en ayant une approche ascendante des mécanismes cognitifs, c'est de dire, OK, je peux avoir des robots qui font des mouvements aléatoires. Ça, facile. Tac, tac, je donne une direction et puis il va dans cette direction, il va tout droit dans cette direction. Je peux faire l'évitement d'obstacles en rajoutant un véhicule de Breitenberg, évitement d'obstacles, puis des équations que je vous ai montrées. Je peux faire de la prise d'objet. Pour faire la prise d'objet, en fait, j'ai un crochet qui est à l'arrière de mes robots. Donc, en fait, mon robot, il est comme ça. On a mis un crochet qui est comme ça. Ben, donc, s'il y a un objet qui est là, il suffit de faire un demi-tour ici. Automatiquement, je vais me retrouver avec le crochet qui va attraper mon objet comme ça. Et ensuite, quand je vais me balader, ben, il suffit de faire des mouvements aléatoires, mais en faisant attention de toujours tourner dans un sens qui fera que je n'ai pas décroché mon objet. Donc, je vais juste limiter le sens de rotation une fois que je transporte un objet. Et ensuite, ben, le dépôt d'un objet, ben, l'idée, c'est simple, c'est que si je transporte un objet et que devant moi, il y a un objet, ben, je vais déposer mon objet à côté de cet autre objet. Donc là, j'ai un système qui est capable de faire des tas avec deux objets, mais qui normalement n'a pas de raison de fabriquer de grands tas, parce que tout ce qu'il perçoit, c'est soit un objet, soit des obstacles. OK? Et donc, en fait, on a commencé l'expérience en disant juste, ben, déjà, testons si la mécanique de base, elle peut fonctionner. Ça vous va? Donc voilà, donc ça emploie vraiment juste ça. Donc ça avait fait quoi, 2, 3 jours de temps de programmation pour développer la solution.
Et donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais mettre en route. Donc là, vous allez voir les 5 premières minutes en vitesse réelle. Donc là, vous voyez, un robot, tac, qui récupère un objet. Alors là, ils ont des petites caméras 1D, mais elles n'étaient pas utilisées. On les avait juste laissées parce que c'était d'autres collègues qui travaillaient dessus, on ne voulait pas leur enlever leur matériel. Et là, vous voyez à nouveau, tac, mon robot, il voit un objet, il l'a pris, après il tourne, puis il y a des obstacles, il évite les obstacles, et il se balade.